Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'insécurité au Mali, comment ne pas encore en parler avec l'évolution de la situation sur le terrain, une évolution qui ne semble guère positive. Pour preuve, plusieurs attaques se sont suivies ces derniers jours, tantôt contre les femmes, tantôt contre l'aménagement. Il y a eu encore des morts et des blessés. Comme toutes ces attaques ont été toutes condamnées et comme presque toujours, les hôtels non identifiés courent toujours. Alors, entre lundi et mardi, des attaques dans 3 zones. La situation semble donc vraiment se dégrader et davantage. Qui se cacherait-il derrière ces attaques? Alors, ces attaques qui sont d'ailleurs pas revendiquées, que veulent-ils? Que peut-on préconiser face à la multiplication des attaques? La conférence nationale tant souhaitée par les uns et les autres va-t-elle pouvoir jeter les bases d'une paix durable au nord du Mali et au centre du pays? Sur toutes ces questions, c'est sur toutes ces questions et bien d'autres qui vont donc réfléchir nos invités qui sont Boula Baro, il est du Sénat de Faso, Yiriwato. Monsieur Baro, bonsoir. Bonsoir. Al-Kaïd Touré, il est député URD. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir. Mamadou Douara, qui est sociologue et coordinateur du projet Paix et Sécurité CIPRI et CONACIPAL, je crois que c'est bien prononcé. Oui. Monsieur Douara, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons en ligne le professeur André Bourgeot, qui est donc directeur de recherche au CNRC à Paris. Si monsieur Bourgeot nous entend, bonsoir. À la présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. 2 morts et 4 blessés du côté de l'aménagement. 4 morts et plusieurs blessés dans les rangs des FAMA. On semble ne plus savoir à quel sein se vouer face à la multiplication des attaques. Celles-ci sont de moins en moins revendiquées. Mais il y a peut-être quand même des noms qui viennent à l'esprit, non? Je pose la question d'abord à vous, ou le sociologue Mamadou Douara. Par rapport aux attaques. Elles ne sont pas revendiquées, mais certainement qu'à l'esprit, il y a des noms. Oui, naturellement qu'il y a des noms parce que les acteurs dans la zone sont connus. Ce sont essentiellement les gens qui sont en marche de la paix, par endroits certains affiliés à ceux qui sont dans le processus de paix, mais qui n'ont pas encore déconnecté qui ne sont pas encore déconnectés avec l'autre camp. Et tout cela est possible parce que simplement on est encore dans cette situation d'imprécision parce que la mise en œuvre de l'accord est enlisée. On n'a pas pu jusqu'à présent mettre en œuvre le processus de DDR pour pouvoir faire définitivement la part des choses entre ceux qui sont autorisés à porter des armes sur le terrain et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont dans la paix et ceux qui ne le sont pas, pour que définitivement on puisse faire une guerre franche contre les forces du mal. Al-Kaïd Touré, les attaques qui viennent donc de se produire au nord du Mali qui ont fait des victimes n'ont pas été revendiquées. On n'en connaît pas les auteurs, mais je crois que chacun a sa petite idée, non? Oui, merci beaucoup et bonsoir à tous les auditeurs. Je suis très content d'avoir sur cette table André Bourgeot. Donc je dis, moi je n'ai pas de nom, je n'essaye même pas de chercher à avoir des noms. Mais vous savez, les choses au nord, c'est très facile à comprendre. Très très facile à comprendre. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on va chercher des raisons. Mais au niveau du nord, là, les choses sont très claires. La MINUSMA est attaquée. La minute qui suit, on dit que la MINUSMA a des hélicoptères, on ne peut pas identifier les gens qui les ont attaqués. Mais à quoi servent ces hélicoptères? Pour transporter des gens, aller et revenir? C'est pas ça. À un moment donné, on avait entendu parler des drones, ça pourrait quand même aider. Vous savez, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a les drones des Français, il y a les drones des Américains, il y a les renseignements les plus sophistiqués du monde parce que la France donne des leçons aux autres. Elle a des renseignements et tous les jours on attaque. Vous prenez le cas de Tintulit. Tintulit sur la route de Gounda. Au même endroit. Et chaque fois, on peut même pas, on n'a qu'à mettre juste un camp au niveau de Tintulit parce que tout le monde sait ce qui se passe à Tintulit. C'est le secret de Polichinelle. Sinon, comment est-ce qu'on peut à chaque fois savoir qu'un convoi a quitté Gao, un convoi a quitté tel endroit pour venir? Mais ils le savent. Mais c'est des gens qui sont là. Mais moi, ce que je ne comprends pas dans la lutte là contre l'insécurité au nord, c'est que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui peut donner
qui peut avoir des résultats, cette personne-là même, je ne sais pas, on la qualifie de quoi, ou on l'enlève, on le limoge de son poste, on le rappelle à Bamako. Vous savez, moi je crois que cette insécurité-là, elle est entretenue pour des raisons que personne ne sait. Et comme moi je l'ai dit, je le dis et je le répète, les causes et tous les problèmes au niveau du Nord, c'est des problèmes que nous ne connaissons pas. C'est des non-dits qu'il y a là-dedans. Et le jour où on va savoir toute cette vérité, je crois que chacun sera tranquille. Boulambaro du Sénil Faso Iriwaston, qui est ces attaques qu'on ne parvient jamais à savoir, presque jamais à savoir qui en sont les auteurs. Cela vous paraît-il surprenant? Oui, c'est surprenant, et dans la mesure où, comme mes prédécesseurs viennent de dire, que ces attaques-là, d'après vous, il y a des non-dits, mais en réalité, nous savons, moi je suis d'abord étonné par la déclaration du Ban Ki-moon, qui demande à ce qu'on ouvre une enquête. Je suis aussi en rappelant que lors de la dernière résolution de l'ONU, on a dit que la MINUSMA a un mandat renforcé, qu'ils seront proactifs. Mais je suis étonné que la MINUSMA a attaqué, qu'il n'y a pas de poursuite, et la MINUSMA même ne réagit pas. Mais tant que la MINUSMA reste dans une situation stationnaire, et que l'armée malienne aussi, qui est aussi stationnée, je pense que ces attaques-là vont continuer. Je pense qu'on donne la possibilité à la MINUSMA et à l'armée malienne de se mouvoir sur le terrain. Donc c'est seulement ça qui peut peut-être indiquer ces genres d'attaques. Sinon vraiment, si nous restons dans une situation de cantonnement, vraiment ces attaques-là vont perdurer et on va tous payer les frais. Direction Paris maintenant pour retrouver le professeur André Bourgeot, il est directeur de recherche au CNRSC. Alors, monsieur Bourgeot, est-ce que ça vous paraît quand même normal que les attaques se multiplient, se poursuivent et qu'on ne soit jamais en mesure de savoir qui en sont les auteurs? En tout cas, la question que je me pose est la suivante, c'est que c'est quand même une situation inédite et nouvelle, parce que jusqu'à présent, toutes les actions ont été revendiquées quelques jours après, 4 jours après. Et là, personne ne les revendique. Donc, ça entretient une confusion, et cette confusion a une fonction politique. À partir du moment où on ne peut pas identifier quels sont les auteurs, on ne peut pas non plus intervenir contre ces auteurs-là, puisque c'est toujours des interrogations. Donc la confusion, la question que je me pose, est-ce que la non-revendication ne participe pas d'une nouvelle stratégie qui ferait en sorte que ça entretient une situation d'insécurité qui tente à se généraliser pratiquement dans tous les endroits du Niger. Mais sur le fond, le problème est le suivant, c'est que on sent très bien qu'il n'y a pas une adhésion populaire très forte sur le contenu des accords de paix et sur les conditions de réalisation de ces contenus. Là, on est toujours confronté, en tout cas le peuple malien est toujours confronté à cette situation de Kidal. Kidal est toujours entre les mains de la coordination des mouvements de la ZAWAD, qui jusqu'à maintenant refuse la présence de l'administration malienne, refuse la présence des FAMA, des forces armées maliennes, qui refuse aussi le drapeau malien sur Kidal. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas acceptable compte tenu du fait qu'ils sont signataires des accords de paix et que ces accords de paix sont explicites sur le fait qu'il faut aller dans le sens de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne Kidal. Donc je pense que c'est toujours cet enjeu-là qui fait en sorte qu'il y a une prolifération d'actes différents. Ça peut être aussi des règlements de compte. On le voit bien que souvent les bergers de Peul sont attaqués par des gens et qui règlent des comptes. Ça peut être aussi des activités de type criminel. Ça peut être aussi des activités relativement classiques perpétrées par les groupes armés narco-djihadistes. Ça peut être aussi des dissidences à l'intérieur des différents mouvements des ex-rebelles. Donc c'est une confusion généralisée. C'est encore une fois cette confusion généralisée avec l'impossibilité d'identifier quels sont les auteurs, ça crée quand même des abcès et ça fragilise considérablement les forces susceptibles d'aller dans le sens d'un retour à la paix. Alors, la MINUSMA a, dit-on, renforcé les mesures sécuritaires au nord, particulièrement au niveau de 3 localités, Aguelok, Kidal et Tessalit. Les mesures annoncées, est-ce qu'elles ont une chance d'avoir un impact sur la suite des événements, Mamadou Diouara? Alors, moi je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui permet mécaniquement à cette résurgence des attaques
d'avoir lieu. J'ai essayé de le dire dans ma première intervention. Nous sommes dans une situation où le terrain est occupé par multiples forces acceptées. Chacune se meut sur ce terrain avec ses armes, avec ses véhicules, avec son drapeau. Et donc, dans cette confusion, il est très possible pour quelqu'un de poser des mines. Il est très possible pour quelqu'un de s'infiltrer dans une zone non normale et d'organiser une attaque. C'est ça, c'est cette situation à laquelle il faut mettre fin. Il ne s'agit pas d'avoir des postes renforcés à Aguelhok, à Tessalit. Non. Tessalit, Aguelhok ont toujours été des postes renforcés. Selon vous, ça ne change rien que l'aménagement renforcé? Selon moi, ça ne change rien. Il faut définitivement que nous acceptions, comme André Bourseau l'a dit, de mettre en œuvre ce que l'accord a prévu. Il y a plusieurs partis qui ont signé un accord, qui ont pris un engagement. On a accepté l'intégrité territoriale, l'unité nationale. On a demandé à ce que le Mali reste un État unitaire dans lequel on va faire un ensemble de réformes qui sont souvent en cours. Il faut qu'on accepte de mettre en œuvre cet accord. Et cet accord prévoit que tous les combattants soient cantonnés et désarmés. En ce moment, les seules forces autorisées à être sur le terrain sont identifiables. Tout autre acteur est automatiquement un acteur non pas de la paix et qu'il faut combattre. Mais tant que cette confusion existe, on va avoir les attaques qui ont eu lieu à Boni. C'est quoi? C'est ça. Une fois que vous arrivez à partir de Mopti, vous allez retrouver une colonne de véhicules avec un drapeau qui vont vous dire nous sommes Gatia. Vous allez trouver une autre colonne de gens qui vont vous dire nous sommes Gandaizo. Après, vous allez trouver un autre groupe de gens qui vous disent nous sommes X ou Y. Bon, écoutez, sur le même territoire, on a 40 000 armées, 40 000 drapeaux. On ne peut pas avoir la sécurité. C'est impossible. Voilà. Alors, Al-Khédi Touré, cette annonce du renforcement des mesures sécuritaires au nord du Mali par l'aménagement, vous pensez que ça n'a pas de sens? Mais quel sens ça? Le Mali, c'est seulement à Galop? Le Mali, c'est seulement Kidal. Mais chaque fois que les Français parlent, je ne sais pas comment on leur appelle, la Barkhane parle d'avoir tué des djihadistes à Kidal. Il y a des djihadistes à Kidal. Il y a des djihadistes sur tout le territoire national. C'est ça. Mais il n'y a pas les moyens, il n'y a pas une stratégie. Pour moi, dès l'instant qu'on est en train de lutter contre l'insécurité, il n'y a aucune stratégie. Parce que aucune stratégie n'est là. Sinon, normalement, on devrait reculer. Mais chaque fois, on avance. Et j'ai dit, on parle des mouvements. Les mouvements qui sont sur le terrain, ils ont signé un accord. Ils sont sur le terrain, ils connaissent tout le monde. Un seul jour, ils n'ont arrêté un djihadiste. Ils n'ont donné des indications par rapport à un djihadiste. Ils n'ont donné un renseignement par rapport à un djihadiste. Cela voudra dire quoi selon vous? Mais moi, ça veut dire que ce n'est pas clair. Est-ce que c'est clair? Si nous avons signé un accord, nous avons dit maintenant nous sommes pour la paix. Nous allons tous lutter ensemble contre l'insécurité et contre les djihadistes. Mais vous avez vu un seul qui a dénoncé quoi que ce soit ou qui a fait quoi que ce soit. Pourtant, ils connaissent le terrain. Vous avez vu? Et on ne parle d'avoir tué un djihadiste, d'avoir neutralisé un djihadiste à Kidal. Jamais à Tombouctou. Mais c'est quoi cette histoire-là? Vous savez, il n'y a rien qui soit clair là-dedans. Et le problème des mouvements dont il parle, moi j'ai attiré l'attention des gens sur les mouvements, comment on appelle ça, les groupements qu'ils font, là, comment on les appelle, là, les d'autodéfense. Là. Mais je leur ai dit c'est dangereux. Mais il y a plus de 4 mouvements d'autodéfense dans 5 mois dans le cercle de Diré. Vous ne vous entendez pas et vous dites que vous êtes venus pour la sécurité. Dès l'instant que des politiciens ont des milices, mais on va où? Le jour où ça ne va pas, mais tant pis, moi je n'ai pas de milice, donc j'ai le droit de me taire. Je suis obligé de me taire parce que tout simplement les milices... Pourquoi une milice est au service d'un politicien? Vous n'avez jamais vu ça? Je crois que tous ces gens doivent se mettre dans une seule logique, qui sont là pour la protection des populations, pour la sécurité des populations, ils s'entendent. Mais des mouvements qui ne s'entendent pas. Et vous avez vu le problème de l'accord de paix. Aujourd'hui, on a même oublié l'essentiel. Aujourd'hui, tout ce qu'on parle, c'est des problèmes entre les mouvements eux-mêmes. On a oublié la rébellion et l'État. Oui, mais ça c'est peut-être pas forcément négatif. Oh, non, je n'ai pas dit que c'est négatif. Mais en fait, c'est des rebelles contre l'État. Ce n'est pas des mouvements entre eux qu'on doit réconcilier. Oui, mais vous savez, le problème c'est quoi? Non, c'est-à-dire qu'on vient nous parler de positivité par rapport... Allez-y. Et ce que je veux dire juste, c'est que je ne remets pas en cause ce que vous dites. Hein. Au contraire, je le confirme, je le renforce. Mais seulement je dis qu'il y a une profondeur sociologique dans la crise qui est en train de faire sortir certaines facettes qui n'étaient pas là
au départ. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nos communautés, il y a d'autres tensions pour lesquelles les gens n'ont pas jugé utile forcément de prendre des armes contre l'État. Mais aujourd'hui, ces tensions s'expriment à travers les positions des différents mouvements. Et autant les mouvements ne s'entendent pas, autant la classe politique ne s'entend pas, autant la société civile ne s'entend pas, autant les autres secteurs de l'État ne s'entendent pas. Donc c'est notre société qui vit un mal qui est en train de se manifester comme ça. Donc aujourd'hui, moi je dis, la solution, elle est toute trouvée dans l'accord. Il faut mettre en œuvre le processus de cantonnement et de DDR. C'est ce processus seul qui permet de façon équitable à tous les groupes, qu'ils soient rebelles ou d'autodéfense, de déposer les armes, d'être dans un processus légal, consenti par le Mali, par les différentes parties et par la communauté internationale. On se retrouve si pour on la sort de suite ça, ces débats dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La dégradation de la situation sécuritaire au nord du Mali et même au centre, c'est de cela que nous parlons dans le grand dialogue de ce mercredi. Alors, maintenant, c'est du côté de M. Barreau que nous allons nous retourner, c'est Boulan Barreau, vous qui êtes du Séné de Faso Iriwaton. Nous avons entendu M. Douara, on a entendu Al-Kaïdi Touré par rapport à l'annonce faite par l'aménagement de renforcer ces mesures de sécurité. Mais vous, M. Barreau, est-ce que vous pensez quand même qu'après tant d'attaques subies par les FAMA, subies par l'aménagement, est-ce que vous croyez que rien ne va changer, les choses vont rester à leur place, il n'y aura pas de mesures concrètes prises? Moi, je suis étonné que l'aménagement se borne de se protéger. C'est-à-dire de protéger ses camps et ses postes. L'aménagement n'a pas cette vocation. L'aménagement a la vocation de protéger les personnes civiles. Et aujourd'hui, nous constatons sur le terrain que l'aménagement elle-même a de la peine à assurer sa propre sécurité ou la sécurité de ces installations. Cela est très inquiétant et je pense qu'une fois de plus, que l'aménagement n'a qu'à revoir ses copies. Et aujourd'hui, Djoura venait de le dire, c'est-à-dire face à une force hybride. La force aujourd'hui au nord, c'est une force hybride. Nous ne pouvons pas dire qui est narcotrafiquant, qui est terroriste, qui est djihadiste, qui est FAMA, qui est de la plateforme, qui est de la CEMA. Tant qu'on ne va pas vers les cantonnements, tant qu'on ne va pas vers les DDR, nous ne pourrons pas dire clairement qui roule pour qui joue à quel jeu. Je pense qu'aujourd'hui, et l'aménagement aujourd'hui doit jouer ce rôle. Depuis quand on est en train de parler de les sites de cantonnement, qu'on nous dise quels sont les sites de cantonnement qui sont prêts et quelle sont la liste des combattants qui sont éligibles. Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes en train de le problème de l'insécurité est en train de faire une sorte de mutation. Tantôt c'est le nord, tantôt c'est le centre, tantôt c'est souvent à Bamako. Moi je pense que tout ça c'est des gymnastiques. Il faudrait qu'on sorte du dilatoire et que les groupes signataires comme Al-Kaïdi venait de le dire soient sincères. À un moment donné, je pense que la force Barkhane a constaté qu'il y a de ces mouvements signataires qui ont des connexions avec les terroristes. Mais on a qu'à les dénoncer. Si Barkhane a cette information, on n'a qu'à dénoncer ça. Aujourd'hui, on dit il faut que l'État malien ouvre une enquête par rapport aux attaques qui ont été perpétrées au nord. Mais il n'y a pas d'autorité étatique à Kidal. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'administration. Qui est habilité aujourd'hui à mener une enquête? Ça, c'est étonnant. C'est un non-sens selon vous? Oui, mais c'est un non-sens cette déclaration-là. Peut-être qu'est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui du gouvernement malien par rapport à la mise en œuvre de l'accord? En tout cas, tous les préalables, le gouvernement malien est en train de faire des efforts pour qu'on aille vers la paix. Mais qu'on demande aussi à l'autre partie de faire un peu d'efforts. Un peu d'efforts. Aujourd'hui, quel moyen aujourd'hui matériel le gouvernement a pour engager une poursuite contre ceux-là qui viennent d'attaquer Agalok et consorts? On n'a pas de moyens matériels, dans la mesure où il n'y a pas d'autorité de l'État au nord. Donc moi je pense qu'il faut accélérer le redéploiement de l'administration et le redéploiement des forces armées de sécurité au nord. Maintenant, avant cela, il faut qu'on aille au cantonnement pour qu'il n'y ait pas de collision entre les forces, entre les différentes parties. Donc vraiment, c'est ce que moi j'ai à dire. Je voulais, si vous donner des éléments d'information complémentaires à ce qu'il a dit. Rapidement. Alors rapidement, dire quand même que les sites de cantonnement qui ont été aménagés sont déjà connus. Il y a 3 sites de cantonnement qui sont prêts. Il y a 5 sites de cantonnement qui ont été validés, dont l'aménagement a commencé. Il y a 24 en tout qui doivent être aménagés. L'un des éléments qui bloque le processus de cantonnement
et de DDR, c'est qu'on a demandé aux différents mouvements de fournir la liste de leurs combattants et de leurs armes, liste qui ne sont toujours pas disponibles. Pour le mécanisme opérationnel de coordination, on a demandé 200 combattants par mouvement dont les noms, je crois, ont été transmis, mais les hommes ne sont jamais disponibles parce qu'ils en ont besoin sur le théâtre des opérations à Kidal pour faire la guerre. Donc il y a un ensemble de facteurs. Maintenant, ils ont conditionné tout ça à la mise en place des autorités intérimaires. Bon, les autorités intérimaires, c'est vrai que l'accord parle de la période intérimaire, mais les autorités intérimaires en tant que telles n'ont pas été posées comme une condition sine qua non pour aller à ce processus. Il faut donc obtenir des mouvements qu'ils acceptent de lever ces verrous et de débloquer le processus. Ça devient un peu comme un cercle, ça devient un peu comme un cercle ici quand même. L'accord, c'est le cas échéant. Même les autorités intérimaires dont on parle, dans l'accord, c'est le cas échéant. Justement. Nous allons donc rejoindre le professeur Bourgeot, André Bourgeot, qui se trouve donc à Paris. Dites-nous, monsieur Bourgeot, après tout ce qui se passe, après la dégradation de la situation, la multiplication des attaques, est-ce que l'aménagement, en tout cas les forces internationales, l'aménagement, disons précisément, ne doit pas prendre quand même des mesures, de nouvelles mesures, ou plutôt peut-être changer de stratégie? Parce que quand même, est-ce qu'il faut maintenir le statu quo pendant que la situation est en train de se dégrader à un tel rythme? Oui, par-delà l'évolution nécessaire des organisations internationales telles que la MINUSMA, il y a quand même un problème de fond qui est incontournable et qui conditionne, je dis bien, qui conditionne l'ensemble des conditions d'application des accords de paix et de sécurité sur le Mali. C'est la situation de Kidal. Comment peut-on comprendre, comment peut-on admettre qu'un groupe ultra minoritaire, qui ne représente que lui-même, tient la dragée haute à tout le monde, aux autorités maliennes, à la communauté internationale, y compris à la France, et bien sûr à la MINUSMA, aux Américains, etc., et qui refuse la présence de l'administration malienne à Kidal, qui refuse le drapeau malien sur Kidal. C'est quand même une symbolique politique qui est extrêmement forte. Tant que ce problème-là ne sera pas résolu, toutes les activités, toutes les décisions qui seront prises ne pourront pas conduire à engager des processus qui vont aller dans le sens de la paix. Le problème de Kidal, il est fondamental, il est majeur. Comment, encore une fois, peut-on comprendre, peut-on admettre que la communauté internationale, c'est quand même pas n'importe quoi. Comment la politique française et la présence de Barkhane et les autorités politico-militaires maliennes ne peuvent pas exercer leur pression, leurs droits, je dis bien leurs droits, sur des petits groupes ultra-minoritaires au comportement douteux et aux alliances plus que douteuses. On se dit, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et puis, en dernier ressort, la responsabilité aussi de la médiation. La médiation qui était la garante de l'application du contenu des accords de paix, on ne l'entend pas. Et là, je me réfère directement à l'Algérie, puisque l'Algérie a été le fer de lance, le chef de file de la médiation. Donc, dans des circonstances comme celle-ci, on pourra toujours avoir recours aux autorités intérimaires qui ont d'énormes difficultés à se mettre en place parce qu'il n'y a pas d'adhésion de la part de la population. Et là, je me réfère aux événements de Gao. Et donc, passer maintenant à la situation du cantonnement, les cantonnements, c'est une bonne chose, ça fait partie des accords de paix, donc c'est quelque chose de légal, mais ce sera exactement la même chose. Donc, sur le fond, je pense qu'il y a une erreur fondamentale qui a été commise dès le début, c'est-à-dire après que les accords de paix aient été signés par tous les belligérants. Il aurait fallu engager immédiatement une conférence d'entente nationale qui était prévue dans les accords de paix parce que c'était quelque chose d'inclusif qui faisait participer le peuple malien. Donc ça créait un rapport de force politique qui était susceptible effectivement de contrecarrer toutes les menées douteuses qui s'exercent actuellement à travers les ex-rebelles indépendantistes, les groupes armés narco-djihadistes, les règlements de compte, etc. Alors est-ce que dans la situation actuelle, ce serait trop tard de mettre sur pied une conférence d'entente nationale? Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses, mais encore faut-il que ce soit pensé politiquement et que ça renvoie à une stratégie politique qui permettrait au Mali et aux Maliens de sortir d'une manière honorable à cette crise qui se généralise sur l'ensemble du territoire malien. Je suis en train de travailler actuellement sur le comportement des groupes armés rebelles, les milices d'autodéfense, les groupes narco-djihadistes, et je constate qu'il y a une multiplicité de territorialités
qui remettent en cause l'intégrité du territoire national. Et cette multiplicité de territorialités nouvelles, elle renvoie aussi à de nouveaux pouvoirs locaux, que ce soit sous les formes de lignage, etc. Donc on voit bien qu'il y a un processus qui va dans le sens du démantèlement de l'État, dans une situation de déliquescence de l'État, puisque l'État n'exerce plus ses fonctions régaliennes, son autorité et sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national et sur l'unité nationale. L'unité nationale, elle renvoie à une unité territoriale. Or, actuellement, on voit bien une prolifération de territorialité contrôlée par des groupes locaux et par de nouvelles figures du pouvoir. M. Bourgeois qui parlait de la conférence nationale, je crois d'évoquer cet aspect combien important par rapport à ces processus, mais en attendant cette question, la situation, on l'a dit, elle se dégrade. Il faut quand même que les femmes, on a parlé de Barkhane, un peu, on a parlé de l'aménagement, mais les femmes, il faut qu'on en parle aussi, il faut que les femmes fassent quelque chose. Que peuvent envisager les femmes devant une telle situation, Mamadou Diouara? Alors, d'abord, excusez-moi, permettez-moi juste de dire un mot sur ce que André Bourgeois vient de dire tout de suite, la nouvelle territorialité qui naît et qui, semble-t-il, selon lui, va entamer l'intégrité territoriale. Moi, je dis que peut-être on n'a pas la même vision de la chose. Je suis totalement d'accord avec son constat, mais sa conclusion m'est un peu nuancée. Je trouve que cette territorialité n'est pas nouvelle. Son expression est nouvelle, mais elle n'est pas nouvelle en tant que telle. Elle n'aura pas parce qu'elle apparaît pour la simple raison que le conflit est devenu aujourd'hui ethnico-communautaire. Et les ethnies et les communautés ont des territoires au Mali, parce que nous sommes dans une nation unitaire qui s'est fondée sur une diversité des peuples, des terroirs, des territoires et des langues. Ce sont ces terroirs aujourd'hui qui se sont retrouvés dans une position de devoir s'auto-saisir de leur sécurité, parce que l'État est absent. D'où la naissance des mouvements d'autodéfense et des milices. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. La solution, la seule réponse à ça, c'est le retour de l'État équidistant, unitaire sur l'ensemble du territoire. Et plus tôt ça se fait, mieux ce sera. Maintenant, pour ce qui concerne les FAMA, alors qu'est-ce que les FAMA peuvent faire? Les FAMA sont à la disposition de la décision politique. Si l'État prend le courage et que la communauté internationale respecte son engagement de faire respecter l'accord, les FAMA retournent à Kidal demain. C'est évident. Les FAMA sont là, si on leur donne l'ordre de partir à Kidal, ils iront. Si la communauté internationale s'engage, MINUSMA est à Kidal, Barkhane est à Kidal. Avec leur présence et leur engagement, les FAMA ne peuvent pas avoir de difficultés à rentrer à Kidal et à sécuriser Kidal. Maintenant, est-ce que les gens sont prêts à respecter leurs engagements qu'ils ont signés en signant l'accord? C'est là la question. Et je profite pour faire un clin d'œil à André Bourgeois qui fustige le fait qu'un groupuscule de personnes prend tout le monde en otage. Le Mali, l'Afrique, la communauté internationale, c'est simplement inacceptable. Aujourd'hui, pour la paix, parce que je profite pour le citer, il y a quelqu'un qui a dit que la lutte contre l'insécurité, ce n'est pas l'absence de violence. La lutte contre la violence, ce n'est pas l'absence de violence, c'est le politique. Il faut aujourd'hui que ce politique prenne le dessus et qu'il s'assume. Et en ce moment, toutes les initiatives pour la paix auront le moyen de prendre un sens effectif. Il y a les populations aujourd'hui à Kidal et au nord du Mali qui vivent une terreur absolue, des gens qui ne peuvent pas aller rendre visite à leurs parents, qui ne peuvent pas aller chez eux, parce qu'un groupe a des intérêts qui l'opposent à l'ensemble du monde et on le laisse faire. Ça ne peut pas continuer. Nous allons nous retrouver dans un instant pour continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Situation sécuritaire au Mali et particulièrement dans le septentrion, c'est de cela qu'il s'agit dans votre émission Le Grand Dialogue de ce mercredi. Alors, cette question à vous à présent, Alkeli Touré, M. Diouara a répondu pour sa part. Dites-nous, nous savons que chaque fois que nous évoquons Kidal, nous savons que la situation n'est pas du tout simple. Nous savons que là-bas, pour que peut-être les choses aillent au mieux, il faut vraiment que l'État malien joue sa partition, qu'il faut donc les forces de sécurité, les forces armées maliennes sur place. En même temps, nous savons que ces femmes
marge de manœuvre très limitée, si toutefois il y en a vraiment. Mais c'est une situation qui doit changer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela change, M. Touré? Et dans tous les cas, je vous l'ai toujours dit, je l'ai dit, l'armée est en prison. J'ai dit, il n'existe nulle part là où on ne parle pas. Tous les accords qui ont été signés, on parle de l'intégrité territoriale du Mali. Le problème ne se pose pas. Si on ne fait pas respecter l'intégrité territoriale du Mali sur Kidal, c'est la faute à qui? C'est d'abord la faute à la communauté internationale. Parce que si nous avons des moyens, la communauté internationale ne serait pas là. C'est parce que nous n'avons pas les moyens qu'on a fait appel à la communauté internationale. Et je vous ai dit, dès l'instant que la France s'est arrêtée à Gao, il y a problème. Donc aujourd'hui, la communauté internationale est là. Pourquoi? Je ne le sais pas. La France est là. Pourquoi? Moi, particulièrement, je ne le sais pas. Parce que moi, je crois que si la France le veut aujourd'hui, cette guerre est terminée à Kidal. Le problème de Kidal serait résolu. Donc les femmes sont en prison. Ils sont en prison sur leur propre territoire. Ils ne peuvent absolument rien faire si chaque fois qu'il s'agit d'attaquer des groupes qui ont fait du mal, c'est l'administration même qui interrompt l'action de l'armée. Tout le monde le sait. C'est le secret de Polichinelle. Donc ils sont tenus par le politique. Et quand les gens, on attaque des convois sur la route, on attrape ces gens. Ici, aux politiques, on leur dit non, qu'ils sont en partie trouver des campements rebelles, des campements nomades, et qu'ils sont partis attaquer des civils, alors qu'ils viennent d'attaquer des convois, ils ont tué des gens, et on les laisse. Mais est-ce que ça veut dire quoi cette histoire? Vous savez, le problème du Mali, c'est que j'ai dit, les rebelles, c'est des Maliens. Nous sommes d'accord avec eux, nous sommes d'accord qu'il y a des problèmes de gouvernance. Tout le monde est unanime là-dessus. Mais est-ce que le problème de gouvernance va changer comme ça? Est-ce que c'est cette manière-là qu'ils nous proposent? C'est ça leur gouvernance? Quand on n'est pas avec eux, on est d'abord leur ennemi. Et ensuite, on ne comprend pas la stratégie. Mais je vous dis que la communauté internationale, la première qui a fauté, c'est elle. Parce que c'est elle qui n'est pas en train de tenir ses engagements. Ses engagements, c'est de former l'armée malienne. Ses engagements, c'est de donner des stratégies à l'armée malienne. Ses engagements, c'est de donner des renseignements à l'armée malienne. Ses engagements, c'est d'aider l'armée malienne là où elle a des difficultés. Et malheureusement, ça ne se fait pas, ça ne se fera pas parce que la communauté internationale est là pour notre agenda. Je le dis haut et fort. Boulambaro du Séni Faso Yiriwato, est-ce que vous avez vous aussi l'impression que les femmes sont en prison au nord du pays? C'est ce que je disais depuis le départ, les femmes sont dans une situation stationnaire. Tant qu'on ne leur donne pas l'occasion de se mouvoir, de se déplacer, d'être très mobiles sur le terrain, forcément ils seront les cibles de toutes les attaques. Et ça c'est clair. Et cela aussi est propre pour l'administration. Parce que je suis aujourd'hui étonné que l'administration se soucie plutôt de sa propre sécurité que la sécurité de la population. Ça, ce n'est pas la vocation de l'administration. Et Barkhane qui nous dit qu'il est venu seulement pour combattre les terroristes. Mais aujourd'hui, en face des femmes, il n'y a pas d'autres belligérants. Il n'y a que des terroristes, des narcoterroristes. Alors, tout ce qui se passe sur le terrain maintenant, ça c'est les terroristes. Et donc, ça doit être l'affaire de Barkhane. Maintenant, si Barkhane est là uniquement pour combattre les terroristes et que le Mali, on a affaire seulement avec des touristes, mais quel est le rôle que les femmes doivent jouer? Je pense aujourd'hui que, comme Alkali l'a dit, c'est la communauté internationale qui ne fait pas le jeu. Je ne sais pas, ils sont là pour quel agenda, mais ce qui est sûr, qu'ils ne facilitent pas la tâche aux autorités politiques, ils ne facilitent pas la tâche aux autorités militaires pour qu'on puisse recouvrer l'intégrité territoriale du Mali. Et la seule ville de Kidal ne peut pas être un caillou dans nos soucis. Il y a quoi à Kidal? Pourquoi l'administration ne peut pas aller à Kidal? Pourquoi les femmes ne peuvent pas aller à Kidal? Maintenant, on laisse le problème se polier. Le problème est en train d'être un problème communautaire. On parle des Ifougas, des Imgad. Donc, si on ne fait pas attention, le problème va se déplacer de la communautarisation du problème à l'ethnicisation du problème. C'est déjà le cas. Alors, si on arrive à ce stade, cela est très inquiétant. Parce que c'est ça qui est en train de guetter la région de Mopti. Donc, qu'on fasse extrêmement attention. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas que le problème de Kidal soit vraiment un problème qu'on essaie de négliger et finalement, ça va déboucher à autre chose. Maintenant, la communauté internationale, le Mali est sous tutelle, qu'on le veut ou pas. Mais je suis vraiment étonné, je le répète encore, par rapport à la déclaration, la déclaration de Ban Ki-moon qui demande à ce qu'il y ait une enquête par rapport à ce qui vient de se passer, mais qu'on nous permet d'avoir les moyens de l'enquête. C'est quoi? C'est d'avoir l'administration à Kidal, c'est d'avoir la justice à Kidal, c'est d'avoir toutes les autorités administratives politiques à Kidal pour qu'on puisse peut-être parler d'enquête en cas d'attaque.
Mais si tel n'est pas le cas, je pense qu'il y a une hypocrisie qui est en train de se glisser dans le jeu. Je suis vraiment étonné entre les dernières résolutions et maintenant, quand ils disent que désormais, l'administration sera proactif, quand la civilisation est attaquée, ils vont répondre. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'on les attaque, ils ne répondent pas, et maintenant on veut engager une enquête pour poursuivre qui? Professeur André Bourgeot, vous avez insisté toujours sur la nécessité de la présence de l'État malien à Kidal. Vous avez insisté également sur la partition quand même des femmes, les femmes qui doivent jouer leur partition à Kidal, mais c'est toujours les statu quo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que cette situation puisse évoluer, M. Bourgeot? Bon, j'observe deux choses. Si l'on pose le problème en termes de rapport de force militaire vis-à-vis de Kidal et plus particulièrement vis-à-vis de la coordination des mouvements de l'Azawad, actuellement, le rapport de force militaire est complètement en leur défaveur. Ça, c'est sur le plan militaire. Maintenant, si on pose le problème en termes de rapport de force politique, quel est le soutien majoritaire populaire qu'il y a actuellement au Mali pour soutenir politiquement la coordination des mouvements de l'Azawad? Aucun. Donc, je me pose la question suivante. Comment, dans un contexte comme ça, la communauté internationale, dans toutes ses composantes, y compris la médiation, comme je le disais tout à l'heure, et la politique française, n'a pas les capacités, c'est quand même aussi leur feuille de route, d'intervenir et de faire pression, je dis bien de faire pression, pas nécessairement par les armes, sur ces groupes-là qui, encore une fois, ne représentent qu'eux-mêmes, mais d'une manière beaucoup plus affaiblie qu'il y a encore quelques mois. Alors, je me dis, mais pourquoi? Quels sont les enjeux fondamentaux, probablement cachés qu'il y a sur Kidal et sur l'ensemble de la drave des Biforas. Ensuite, je vais un peu plus loin et je me dis, mais pourquoi les autorités maliennes laissent faire, les autorités politiques cette fois-ci, pourquoi les autorités politiques maliennes ne prennent pas des positions un peu plus rigoureuses, un peu plus fermes par rapport à ce qui se passe à Kidal? Donc, vous voyez, ça crée un climat extrêmement dangereux qui ne peut favoriser que les forces politiques et militaires les plus conservatrices. Alors, je pose la question suivante, que je pose à plusieurs reprises. Il y a des quantités de groupes sociaux, d'individus aussi, qui n'ont pas intérêt à un retour à la paix et qui entretiennent donc toutes ces activités qui sont parfaitement condamnables. Les autorités maliennes, en association avec les services de renseignement français, américains, etc., peuvent parfaitement les identifier. Et pourquoi, à partir du moment où ils sont identifiés, il n'y a pas possibilité d'intervenir pour contrecarrer leur capacité de nuisance qui sont extrêmement graves. Moi, j'observe qu'en l'espace de, disons, 6, 7 ou 8 mois, la situation générale au Mali s'est considérablement dégradée. Donc, et les principales victimes dans cette dégradation-là, c'est pas les anciens cadres des rébellions, etc., qui vivent dans des conditions plus que confortables, je vais dire dans des conditions luxueuses quand ils viennent à Bamako, etc. Les principaux victimes de cette situation-là, c'est le peuple malien. Donc à un moment donné, il n'est pas du tout impossible qu'à un moment donné, la saturation soit atteinte et qu'il y ait un soulèvement du peuple malien qui a encore une fois les victimes principales de ce qui se passe actuellement. J'insiste sur la responsabilité de cette communauté internationale dans toutes ses composantes qui a quand même les moyens, qui a tous les moyens techniques, les moyens technologiques militaires, les moyens aussi quantitatif dans la présence des militaires en association avec les militaires maliens, il y a quand même possibilité dans ces conditions d'intervenir sur la coordination des mouvements de l'Azawad qui encore une fois est considérablement affaiblie sur tous les plans militaires et politiques et qui continue à exercer son pouvoir. Donc je me dis, mais Kidal c'est quoi de facto? De facto, c'est une région autonome qui administre toute cette région-là au vu et au su de tout le monde. Donc c'est quand même particulièrement inquiétant. C'est quand même aussi une violation du contenu des accords de paix qui sont bafoués. Donc je pense qu'à un moment donné, toutes ces autorités-là doivent avoir recours aussi à la légalité du contenu des accords de paix. Voilà. Excusez-moi de parler d'une manière un petit peu émotionnelle, mais c'est quand même une situation extrêmement grave.
Alors, nous allons à présent parler de cette conférence, l'idée d'une conférence nationale. Alors, une conférence nationale, une conférence d'entente nationale, peut-elle réellement être le début d'une solution à la situation d'insécurité? Si oui, comment, Mamadou Diouara? Oui, la conférence d'entente nationale. Pour une minute. Hein. Oui, la conférence d'entente nationale peut être effectivement une solution. Elle doit être une solution. Parce qu'elle donne un niveau de légitimité très fort si elle est faite de façon inclusive. Je sais que le ministère de la Réconciliation au temps de Zahabi avait une approche très inclusive qui consistait à organiser la conférence d'abord au niveau des cercles, ensuite au niveau des régions et après au niveau national pour faire une collecte et faire une plus grande participation. Elle peut être très bien. Et je réagis à ce qu'André Bourgeot avait dit, qui disait qu'elle devait être faite dès le départ. Moi, je pense plutôt que c'est bien qu'on la fasse maintenant parce que la situation a évolué, les émotions se sont calmées, beaucoup de tensions qui étaient là sont descendues, certains orgueils sont devenus un peu plus modestes. On peut discuter calmement des sujets qui étaient graves hier de façon beaucoup plus tranquille. Donc aujourd'hui, on peut trouver des solutions. Je crois que la conférence d'entente nationale, c'est une conférence au cours de laquelle il y a tout le monde qui est là. Et je crois que ça permet au moins de dégager les grandes lignes et de dégager la majorité par rapport à tous les problèmes du Mali et particulièrement de la sécurité et du Nord. C'est ça l'intérêt. Et c'est absolument ça. Parce que moi, je voulais dire, il y a des choses que je ne comprends pas, que je ne cherche même pas à comprendre, parce que je ne vois vraiment pas là où il y a le problème. Ces situations-là que nous sommes en train de vivre, c'est des situations interminables pour rien. On parle de l'intégrité territoriale dans un accord. On nous dit s'il n'y a pas d'autorité intérimaire, s'il n'y a pas une conférence, ce qu'ils avaient dit, un forum, le Mali ne doit pas aller à Kidal. Et la communauté internationale est garante de l'accord. Donc là, déjà, il y a problème. Que les forces les Français s'arrêtent à Gao, c'est problème. On ne puisse pas aller sans des autorités intérimaires, sans des forums à Kidal, c'est un problème. Je crois que donc la communauté internationale, comme l'a dit André Bourgeot, c'est elle qui n'est pas en train de jouer. Et c'est elle qui a les seuls moyens. L'argent là qui fait que tout le monde là peut faire ce qu'il veut là. Cet argent là, la communauté internationale là. Les moyens, la communauté internationale là. Donc, mais la volonté c'est quoi? Qu'est-ce qui empêche? Parce que moi je crois que la MINUSMA est au service de Barkhane. Ce n'est pas au service du Mali. La MINUSMA au service de Barkhane. Je le dis et je le répète. Parce qu'elle ne fait absolument rien que ce que Barkhane lui demande de faire. Moi je pense que la conférence d'entente nationale devrait se tenir pour clarifier, pour préciser certains termes de l'accord qui n'ont pas été issus lors des négociations. Maintenant, en ce qui concerne la situation sécuritaire actuelle, je ne vois pas comment une conférence d'entente nationale peut régler ce problème. Je ne vois pas. Parce que, à moins qu'on se trompe des acteurs qui sont en train de perpétrer ces attaques-là. Si effectivement, c'est les narcoterroristes qui sont en train de perpétrer ces attaques-là, je ne pense pas que ceux-ci seront éligibles à une quelconque conférence d'entente nationale et vouloir discuter avec nous pour arrêter ces attaques. À moins qu'il y ait un doute entre les signataires de l'accord et qu'il y ait une collision entre les signataires de l'accord et les narcoterroristes. La toute dernière minute de ce débat, à vous, professeur André Bourgeot. Oui, je pense qu'effectivement il y a eu une erreur stratégique qui a été commise dans la mesure où on n'a pas mis sur pied suffisamment tôt cette conférence d'entente nationale. Mais encore une fois, c'est jamais trop tard pour bien faire. Mais, et je rajoute ce mais, c'est important, le contexte actuel, est-ce que le contexte actuel est favorable à la mise en œuvre d'une conférence d'entente nationale qui doit être pensée d'une manière extrêmement rigoureuse sur le plan politique, dans le contexte où le Mali, quand même, c'est au Mali et à Bamako que va avoir lieu le forum, le sommet Afrique-France. Et le sommet Afrique-France, c'est pas n'importe quel type d'organisation. Alors, est-ce que les autorités maliennes ont capacité à organiser simultanément la préparation d'une conférence d'entente nationale et la tenue du forum du sommet Afrique-France? C'est un problème énorme. Mais bon, encore une fois, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et ce que je vois d'intéressant dans la conférence d'entente nationale, c'est qu'il y aurait de facto une participation inclusive du peuple malien. C'est ça. Merci, professeur Bourgeot. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est donc la fin de ce débat. Je rappelle que le sujet du
du jour, c'était la situation sécuritaire qui se dégrade au Mali. C'est donc tout pour cette émission. Nous allons nous retrouver demain pour un autre sujet. À demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.